Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui pour discuter du théorème d'Ampère. Mais avant, j'aimerais faire une petite parenthèse et discuter de la différence entre le champ d'excitation magnétique et le champ d'induction magnétique. Alors le champ d'induction magnétique, on en a déjà pas mal parlé, c'est ce qu'on appelle B dans les notes, alors que le champ d'excitation magnétique porte la lettre H. Alors il faut savoir qu'il n'y a pas grand-chose comme différence en termes de, de réflexion là-dessus. C'est juste que B, c'est l'équivalent de H, mais en tenant compte du milieu dans lequel on travaille. Alors pour le moment, on n'a travaillé que dans le vide, et c'est pour ça qu'on n'a pas vraiment encore fait vraiment de distinction entre B et H. Mais donc, on peut conclure que B, c'est égal à mu fois H. Alors, évidemment, on va mettre des vecteurs là-dessus. Alors si on travaille dans le vide, on va écrire que B, c'est égal à mu 0 fois H. Et si on n'est pas dans le vide, eh bien on écrira que B, c'est égal à mu fois H avec mu, la perméabilité relative du milieu de considéré, multiplié par la perméabilité du vide. Ça, on en a déjà pas mal parlé dans les condensateurs. Donc, à partir de maintenant, on va utiliser beaucoup le H, parfois le B, passer de l'un à l'autre. Hein, il y a juste un facteur milieu, on va appeler ça comme ça, entre les deux. On va maintenant pouvoir entrer du coup dans le vif du sujet et discuter du théorème d'Ampère. Alors, il faut savoir que le théorème d'Ampère vient des équations de Maxwell. Et ces équations sont assez compliquées et on ne les démontrera pas. Par contre, on va en utiliser deux pour déterminer le théorème d'Ampère. La première équation de Maxwell qu'on va utiliser, c'est l'équation qui dit que le rotationnel du champ d'excitation H, je dis le rotationnel du champ d'excitation H est égal au vecteur densité de courant. Et la deuxième équation de Maxwell qu'on va utiliser, c'est de dire que l'intégrale curviligne du champ d'excitation multiplié par le vecteur unitaire dl, c'est égal à l'intégrale double du rotationnel de ce champ d'excitation multiplié par ds. Alors on va faire une petite parenthèse sur tous ces termes un peu compliqués. Et le premier terme dont on va discuter, c'est la densité de courant. On en a déjà parlé un petit peu quand on a démontré la loi d'Ohm sous forme d'intégrale, mais on va rappeler ça. Alors si on prend une surface quelconque, hein, comme ceci, hop, déterminée par un vecteur orientation ds, eh bien la densité de courant, ça décrit le courant électrique qui va circuler à l'échelle locale d'un point du matériau. Donc si j'ai ici le vecteur densité de courant, donc ça porte bien son nom, c'est une densité, donc c'est une quantité d'électricité qui passe dans une surface. Et donc si la surface est élémentaire, infiniment petite, on pourra définir l'infiniment petit courant qui traverse cette infiniment petite surface comme étant J fois ds. Et donc si on s'intéresse à l'entièreté du courant qui traverse ma surface, je vais pouvoir dire que I, c'est égal à l'intégrale double de J fois ds. Alors, la deuxième chose dont on va discuter, c'est le rotationnel. Ici. Le rotationnel, qu'est-ce que c'est? C'est un opérateur différentiel qui a un champ vectoriel, donc c'est-à-dire une quantité infinie de vecteurs, va faire correspondre à un autre champ. Et donc, on peut écrire que le rotationnel d'un champ vectoriel A, c'est égal à nabla, produit vectoriel A. Alors, qu'est-ce que c'est un champ de vecteurs? Si jamais on prend un repère x, y, ou même avec z, si on veut vraiment être précis, un champ de vecteurs, qu'est-ce que c'est? C'est tous des vecteurs qui vont être placés dans un repère et qu'on ne peut pas représenter à l'aide d'une seule équation, mais bien si, ça va être représenté par une équation, mais une équation vectorielle qui va prendre en considération tous les vecteurs à l'intérieur de ce champ. Alors le rotationnel, comme son nom l'indique, il va montrer la tendance qu'ont les lignes de champ à tourner autour d'un point. Alors c'est pas évident à représenter, mais si jamais on prend par exemple le cours d'une rivière, avec une différence de courant ou pas
à l'intérieur de cette rivière. Donc si tous mes vecteurs ici qui déterminent ma rivière ont le même, comme ceci, ont la même allure, si je viens placer un disque à l'intérieur, et je refais un repère dessus, mais est-ce que ce disque va avoir tendance à se mettre en rotation? Eh bien non, puisque comme toutes les lignes de champ sont égales et dirigées dans le même sens, il ne va pas avoir tendance à tourner. Et donc dans ce cas-là, le rotationnel va être égal à 0. Par contre, si je prends le même genre de rivière, mais cette fois plus logiquement, avec des variations dans le courant, par exemple au bord de la rivière un courant plus faible, et au fur et à mesure que j'avance vers le centre de ma rivière, les lignes de champ augmentent. J'ai donc créé ici, on le voit, hein, une espèce de parabole de champ. Eh bien, si je viens placer le même objet circulaire ici avec un repère, eh bien, du fait que les lignes de champ augmentent au fur et à mesure qu'on est au centre de la rivière, ben, celui-ci va avoir tendance naturellement à se mettre en rotation, dans un sens ou dans l'autre. Et là, on dira que le rotationnel n'est plus égal à 0 et que l'objet a tendance à se mettre en rotation. Je fais vraiment des approximations, hein. Vous verrez tout ça en mathématiques l'année prochaine, hein, normalement, mais c'est pour avoir une première approche de ce que c'est un rotationnel et un gradient. Justement, le gradient, il est ici, et on va en parler tout de suite. L'opérateur nabla, c'est ce qu'on appelle le gradient, et le gradient, c'est un vecteur qui permet de représenter la variation d'une fonction quand je modifie certains de ses paramètres. Alors l'opérateur nabla d'une fonction f, définie par x, y et z, c'est égal à la, somme des dérivées partielles suivant les axes. Et donc je vais avoir ici différentiel partiel de f par rapport à x, plus différentiel partiel de f par rapport à y, plus différentiel partiel de f par rapport à z. Alors, comment se le représenter? On peut, je vais aller chercher une petite image ici. Voilà. Alors, voilà. Ici, on a un gradient pardon, qui est représenté par les flèches bleues. Donc, les flèches bleues, c'est ce qui représente le gradient. Et on voit que le gradient montre dans quel sens la fonction évolue. Alors ici, uniquement sur l'axe des x, puisqu'on voit que sur l'axe des y, que je me mette en ce point-là ou en ce point-là, le noir est le même. Que je me mette en ce point-là ou en ce point-là, le blanc est le même. Et par contre, si je me mets suivant l'axe x, entre ici et ici, on voit qu'ici je pars de blanc, donc c'est-à-dire une valeur plus petite, vers du noir, qui est une valeur plus grande. Et donc, bien, on voit qu'ici, il y a un fort gradient suivant l'axe x, et uniquement suivant l'axe x, et ce gradient est représenté par les flèches bleues. Donc tout ça pour finalement revenir à mes magnifiques équations de Maxwell, hein, qui étaient ici toutes les deux. Et à partir de ces deux-là, plus de celle-ci, je vais pouvoir définir le théorème d'Ampère. Alors, je sais que le rotationnel de h égale à j, et que l'intégrale curviligne de h dl est égale à cette équation. Du coup, je vais reprendre l'équation de l'intégrale curviligne de h dl, et je vais écrire que c'est égal à l'intégrale double du rotationnel de h, mais le rotationnel de h, c'est j. Donc je vais écrire ici j, et il reste encore ds. Or, on sait que l'intégrale double de jds, ça vaut i. Et donc, on pourra écrire que finalement, et c'est ça le théorème d'Ampère, c'est que l'intégrale curviligne de h dl, c'est égal au courant i. Et j'irai même jusqu'à dire au courant i total. Donc si on a plusieurs, c'est la somme des courants i. Alors, intégrale curviligne, pourquoi? Parce que, et vous voyez dans les notes, on représente le théorème d'Ampère à l'aide d'un cercle de courant, enfin un cercle ici, et on fait traverser des conducteurs à l'intérieur. Et donc, mais si je m'intéresse à l'entièreté des petits dl qui bouclent ici le long de ma spire, et bien à la fin, je fais une boucle fermée et de forme circulaire, et c'est pour ça qu'on appelle ça une intégrale curviligne. Mais évidemment, on n'est pas obligé de toujours travailler sur une intégrale curviligne. Si je prends par exemple
je vais chercher la petite image à nouveau ici. Hop, je vais aller le mettre là-bas. Ici, le théorème d'Ampère va s'appliquer, et pourtant, j'ai pas une spire. Okay, j'ai 4 segments qui forment une forme géométrique assez particulière, et des conducteurs traversés par des courants. Alors, le premier segment, ici, il est là, c'est L1. Le deuxième segment, ici, c'est L2. Le troisième segment, ici, L3. Et le dernier segment, ici, L4. Et donc, je sais que, si on dit l'intégrale de H dl, on sait que ce qui se cache derrière une intégrale, c'est une somme d'éléments infiniment petits. Ici, mes éléments ne sont pas infiniment petits, donc je vais pouvoir calculer assez bêtement, je vais dire, la somme des HL. Et je vais dire que tout ça, c'est égal à la somme des courants I. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai premièrement, ici dans le segment rouge, H1, L1, plus le segment bleu, c'est-à-dire H2, L2, plus le segment en vert H3, L3, plus le segment en espèce de violet arc-en-ciel H4, L4, et tout ça, c'est égal à la somme des courants I. Alors j'ai un courant I1 ici, un courant I2 ici, et un courant I3 ici. Alors attention, une petite particularité, on voit qu'ici il y a un courant qui est dirigé comme ceci, l'autre comme, enfin celui-là dans le même sens, et celui-là dans le sens opposé. Ceux-ci sont les courants positifs, et celui-ci sont les courants négatifs. Et donc je vais pouvoir écrire que cette somme ici, c'est égal à I1 plus I2 moins I3. Et donc j'ai appliqué le théorème d'Ampère à une forme géométrique assez simple, hein, qui était une espèce de rectangle ici, sans passer par le calcul fastidieux d'une intégrale. Voilà, je vous invite à revoir la vidéo parce que ça amène pas mal de concepts mathématiques assez compliqués, à faire un tour aussi dans vos cours de maths, et je vous remercie pour votre écoute, et à bientôt.